Est-ce que aujourd'hui vous êtes allé vous lancer sur X dans un débat politique enflammé? Est-ce que vous êtes allé consulter les dernières stories de votre ex sur Instagram? Est-ce que vous êtes allé sur LinkedIn pour échanger sur votre routine matinale, lever à 3h45 pour un footing et début du travail à 6h? Comme on le dit souvent dans les médias, sommes-nous vraiment accros aux réseaux sociaux? La question se pose surtout quand on sait que 78% des Français ont un compte sur les réseaux sociaux et que chaque Français en possède en moyenne 5,8. Alors combien de temps avez-vous passé hier sur les réseaux sociaux? En France, on passe en moyenne 1h48 par jour sur les réseaux sociaux. Et vous, combien de temps avez-vous passé hier? Écoutons votre rapport d'activité. Applications les plus utilisées hier. Instagram 1h03 minutes. X 39 minutes. Safari 16 minutes. Facebook 15 minutes. WhatsApp 13 minutes. Mail 9 minutes. Mais est-ce que le temps suffit vraiment pour comprendre si on est accro? Pas exactement, d'après des chercheurs américains qui se sont penchés sur l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents. Troisième épisode. Tous addicts aux réseaux sociaux. Vraiment? Des chercheurs américains remettent en question la notion de temps écran, ou du moins sa pertinence, en disant que ce n'est pas un bon indicateur pour évaluer la santé mentale des individus. En effet, passer du temps sur les réseaux sociaux peut être vu pour certains comme du temps détourné d'autres activités, probablement plus saines. Et ça se tient quand on parle de la santé physique. Par contre, c'est plus discutable quand on parle de la santé mentale. Le temps écran n'est pas nécessairement un bon indicateur pour rendre compte de l'addiction aux réseaux sociaux. Et en fait, on devrait plutôt se focaliser sur ce que font les individus, pourquoi on les utilise et comment on les utilise. Donc pourquoi on les utilise? Parler à d'autres individus, s'informer, et comment on les utilise? Rechercher du soutien ou passivement scroller sur des informations. Et finalement, ces modes d'utilisation, c'est ça qui va déterminer l'impact des réseaux sociaux sur votre santé mentale. Et en particulier, dans votre cas, cela va déterminer si on peut réellement parler d'addiction. D'ailleurs, est-ce que c'est le bon terme, addiction? Alors, tous les chercheurs ne sont pas d'accord avec l'utilisation de ce terme. Et on est plus d'accord pour parler d'usage problématique des réseaux sociaux. L'usage problématique des réseaux sociaux réfère à un trouble comportemental qui repose sur un usage compulsif et excessif des réseaux sociaux qui interfère avec la vie quotidienne. Il se traduit par une perte de contrôle et une priorité accrue à cette activité qui altère de manière non négligeable les activités personnelles, les activités éducatives ou encore professionnelles. Et on retrouve dans cette altération l'idée d'une détresse psychologique chez les individus. Ce trouble, il est difficile à mesurer parce qu'on a énormément de questionnaires à disposition qui mesurent pas tous exactement la même chose. Dans une étude sortie en 2024, que j'ai conduite avec Corentin Gontier, chercheur en psychologie, nous avons mesuré les usages problématiques des réseaux sociaux en France. On a utilisé un échantillon représentatif de la population française. Et ce qu'on a observé, pour nous, c'est qu'il y a 1,2% d'usage problématique en France et en particulier 2,6% d'usage problématique chez les 18-25 ans. On est donc encore loin du tous accro aux réseaux sociaux. Mais alors, que se passe-t-il chez les personnes qui présentent un usage problématique des réseaux sociaux? Chez ces personnes, on va trouver un ensemble de vulnérabilités individuelles qui peuvent être une plus grande sensibilité au stress ou à l'anxiété, des symptômes dépressifs ou des besoins psychologiques non satisfaits. Ces vulnérabilités peuvent être gérées de manière inadaptée et conduire ces personnes à se réfugier sur les réseaux sociaux pour se distraire de leurs émotions négatives. Pour mieux comprendre l'installation durable des usages problématiques des réseaux sociaux, on peut se référer à un modèle qui s'appelle le modèle IPASS: interaction, personne, affect, cognition et exécution. Dans ce modèle, on part du principe que les usages problématiques des réseaux sociaux découlent de vulnérabilités neurobiologiques et psychologiques. Ces vulnérabilités sont influencées par plusieurs prédispositions individuelles qui peuvent être par exemple génétiques ou encore des expériences de vie ou la présence de troubles psychologiques ou encore un problème de satisfaction des besoins psychologiques. Quand ces vulnérabilités rencontrent certains environnements, comme certains designs présents dans les réseaux sociaux, les likes, les algorithmes de recommandation, ces derniers peuvent venir amplifier les difficultés de ces individus. Mais alors que se passe-t-il exactement?
Prenons l'exemple de quelqu'un qui montre des symptômes de dépression. Cette personne ressent une détresse psychologique, autrement dit des émotions négatives, et pour y faire face, elle a plusieurs choix. Elle peut aller consulter un professionnel de la santé mentale, elle peut essayer de travailler sur ses émotions, mais aussi, et ça arrive en fait chez certains individus, elle peut avoir cette tendance à aller se réfugier sur les réseaux sociaux. Et là, cette personne va recevoir des gratifications, comme des likes, qui vont lui apporter un soulagement temporaire et l'aider à réduire ses émotions négatives. Mettez-vous dans la peau de ce jeune qui tente de se réfugier sur les réseaux sociaux pour limiter ses émotions négatives et éviter un conflit parental. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? T'as avancé ou pas? Tu peux me répondre, tu sais que t'as de l'anglais à faire pour demain, hein? Et de l'histoire aussi. Non? On a dit stop les écrans, on a dit stop les réseaux sociaux, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te concentrer sur l'histoire et l'anglais que tu as à faire pour demain? D'accord, donc je prends le portable, on arrête les réseaux sociaux et tu te concentres, s'il te plaît, sur l'histoire et l'anglais que tu as à faire pour demain. Donne-moi ce portable, s'il te plaît. Quand les individus qui ont un usage problématique des réseaux sociaux tentent de réduire leurs émotions négatives, deux systèmes entrent en jeu, le système impulsif et le système réfléchi. Le système impulsif fonctionne surtout sur la base de mécanismes de conditionnement. Ce sont eux qui renforcent l'association entre « je ressens une émotion négative » et « je vais sur les réseaux sociaux pour les atténuer ». Le second est le système réfléchi, qui est principalement lié au raisonnement et aux fonctions exécutives telles que le contrôle inhibiteur. Ce système est censé freiner l'association entre « je ressens des émotions négatives » et « je vais sur les réseaux sociaux pour les atténuer ». Avec le temps, la personne ressent une forte envie d'aller sur les réseaux sociaux, qu'on appelle le craving. Et il devient plus difficile pour elle de garder le contrôle sur ce comportement. La décision d'aller sur les réseaux sociaux pour gérer ses émotions négatives devient irrépressible et le contrôle inhibiteur, de son côté, devient, lui, moins efficace. Et son inefficacité est renforcée par l'arrivée de biais attentionnels qui vont faire que chaque situation perçue comme potentiellement menaçante va déclencher une consultation des réseaux sociaux pour éviter les sentiments négatifs. Comme vous le voyez, toute vulnérabilité individuelle peut affecter la manière dont on utilise les réseaux sociaux. Et cela est particulièrement vrai pour les adolescents qui peuvent traverser des fenêtres de sensibilité développementale correspondant à la puberté ou encore au moment où ils quittent le foyer des parents. Les réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention et monétiser nos données grâce à des fonctionnalités prédatrices comme des likes ou des fils infinis d'informations. Bien que tout le monde ne développe pas d'usage problématique des réseaux sociaux, chacun a des vulnérabilités qui influencent son rapport à cet outil. Parfois, un usage excessif peut refléter des difficultés psychologiques plus profondes et dans ce cas-là, l'aide de professionnels de santé est nécessaire. Mais pour préserver la santé mentale des plus vulnérables, il serait aussi essentiel de réguler les designs au niveau européen. Donc, par exemple, en limitant les fonctionnalités de personnalisation des algorithmes qui jouent un rôle d'amplificateur de difficultés. Cela pourrait se traduire, par exemple, par des contenus sur le poids que l'on ne pourrait plus voir suggérés dans les timelines des jeunes adolescents. Dans le prochain épisode, on parlera d'un phénomène très particulier que l'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux et qui s'appelle le doom scrolling. Et on va voir pourquoi être piégé dans le défilement morbide des informations peut poser des problèmes de santé mentale.